Le troisième point de la partie 1 va concerner un survol, une présentation rapide de différentes techniques d'accompagnement, de coaching, dynamique analytique et de conduite du changement. Donc, le premier exemple, dans l'accompagnement, on peut être amené à résoudre des conflits. Et une des façons de résoudre les conflits, c'est d'apprendre à changer le regard. Alors, un premier changement de cadre, un deuxième changement de cadre qui va être changer de méthode, la façon de penser le changement, et une troisième position qui va être de le regard sur les moyens, sur l'autre, sur moi. Donc, on a vu un petit peu dans la fin de l'écoute ces prises de recul. Mais là, dans l'accompagnement, eh bien, c'est le cœur du métier. Donc, je vais regarder déjà sur la notion de résolution d'un conflit. Donc, un conflit, on peut avoir un conflit technique, un conflit d'intérêt et un conflit de valeur. Et bien souvent, on considère le conflit technique sans prendre en compte les conflits d'intérêt et les conflits de valeur. Donc, on va avoir à décoder en termes de conflit de compréhension la raison du conflit, le but, ce que chacun cherche à atteindre, l'objectif, et sur les moyens, comment on peut s'en sortir. Et on identifie les écarts de valeurs et quelles sont les valeurs communes, les écarts d'intérêt, chacun a ses propres intérêts, il y a donc à négocier des compromis acceptables, et il y a donc le problème technique qui est la source révélatrice, on peut même dire un peu le symptôme des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs. Donc, pour résoudre un conflit, il y a une première valeur que l'on doit partager. C'est laquelle? C'est celle de se mettre d'accord. Une autre prise de recul, de posture méta. Je vais donner un exemple entre le rôle d'un formateur, d'un consultant en conseil d'organisation, bien souvent, et d'un coach. Comme ça, on va voir un peu les différences. Alors, c'est la métaphore de l'abeille et de la vitre. Bah oui. Vous avez une petite abeille là, qui est prisonnière d'une bouteille. Et elle ne voit pas que le verre est transparent pour elle, elle ne voit que le rayon du soleil et elle essaye de s'échapper vers le soleil. Mais elle n'a pas la capacité de voir le goulot. Alors qu'une mouche qui va taper de manière très, très bête, un peu de partout, elle finit statistiquement par sortir. Alors voilà ce qui se passe. Quand le formateur a une classe de petites abeilles, il peut leur apprendre qu'un jour elles tomberont dans une bouteille et qu'il va falloir dessiner les génératrices de la bouteille pour trouver le boulot. Ça, c'est le formateur. Il le fait avant. Le coach, le conseil, qu'est-ce qu'il fait? Le consultant en conseil d'organisation, qu'est-ce qu'il fait? Il va dessiner sur la bouteille transparente des grilles, c'est-à-dire il va montrer des génératrices, donc l'abeille va pouvoir voir la bouteille et identifier le boulot, avec donc, cette phase qui est le diagnostic. Mais le diagnostic, ce n'est pas l'abeille qui le fait, c'est le consultant. Et puis, éventuellement, il va livrer la solution clé en main, c'est-à-dire qu'il va apporter une petite échelle, il va la conduire jusqu'en haut de la bouteille. Ouais. Alors, le coach, lui, il n'a pas à faire de diagnostic, mais par son travail personnel, il est déjà tombé dans la bouteille. Donc, il va aider l'abeille à faire elle-même son diagnostic et à trouver son chemin. Voilà. Alors, dans le coaching, il peut y avoir différentes écoles. Alors, de manière caricaturale, l'école qui vient de la psychanalyse, on dit que le coach essaye d'abord de faire visiter le fond de la bouteille. Ça prend plus de temps. Voilà. Donc, et une fois qu'on est sorti de la bouteille, eh bien, en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres bouteilles qu'on a pu visiter
dans Ouais. les bouteilles et que petit à petit, on apprend à sortir des bouteilles successives, mais on est toujours pris dans un système englobant les autres. Voilà. Et ce travail de prise de recul successive est sans fin. Donc, Ah oui, c'est sans fin. voilà. Donc, il faut toujours avoir dans sa tête ce doute que l'on est toujours prisonnier d'une certaine forme de bouteille que l'on est incapable de voir, qui sont nos convictions. Mm. Voilà. Mm. Donc, quelques dangers d'accompagnement. Le premier danger, c'est que l'aidant n'est pas un solutionneur. Il n'est pas là pour apporter une solution. La deuxième chose, c'est que aider a pour finalité le mieux-être de l'aidant. Souvent, des personnes cherchent à aider parce que ça leur fait du bien. Oui, c'est vrai. C'est Voilà. vrai. Et le troisième danger, c'est de ne pas jouer à l'apprenti sorcier. Quand on n'est pas psychothérapeute, on ne se lance pas dans ce terrain. Oui, c'est Donc, sûr. il faut rester dans ces domaines de compétences. Développer l'écoute et l'accompagnement est un chemin de vie, c'est long, c'est très long. Donc voilà, ça c'était le. Alors là, j'ai modélisé un peu une crise. Qu'est-ce qu'une crise? Eh bien, c'est une situation où on vit de manière très chaotique. Et avant cette crise, il y a les itinéraires de vie, les racines, et puis les héritages. Et on porte des fois des héritages qu'il faut apprendre à lâcher. Et puis, donc, il y a la sortie de crise, il y a les projets et plans de sortie, puis il y a la vision du futur, la vision où on veut aller. Et en fait, tout cet itinéraire, la crise étant plus paroxymatique, mais il y a multiples petites vallées du désespoir non synchronisées qui vont être franchies. Et si on prend par exemple la situation d'un couple, eh bien, cette notion-là, à un moment donné, A et B se rencontrent. Chacun va vivre ces multiples petites crises. Et puis, à un moment donné, le couple va se trouver en besoin de bifurquer. Parce qu'une crise, pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois un problème et une solution, une catastrophe et une métamorphose. Et ce qui arrive très souvent, c'est dans la première période de vie du couple, il y a la fusion. Et dans la deuxième partie, donc après prise de conscience, il va y avoir le nous, c'est-à-dire le nous qui est au milieu, et puis lui et elle. C'est-à-dire qu'on va être 1 plus 1 égale 3. Voilà. Alors, ça peut être aussi une crise qui fasse éclater le couple, bien entendu. Ça, c'est autre chose. Mais l'idée qu'une crise, ce n'est pas forcément négatif, c'est une bifurcation par rapport à avant. Et on va voir comment on traite de ces passages, de ces bifurcations. Alors, il y a un petit panorama de plein de données qui permettent d'orienter le travail d'accompagnement. Ouais. Il y a les conduites de résistance. Il y a des gens qui vont résister au changement. On reviendra dessus. On peut développer de la résilience. On peut identifier les rythmes et les rites et les permanences, ce qui est un invariant. Et puis, il y a toute la notion de l'autodiscipline. Apprendre à le regard, accepter le flottement, ce qu'on appelle les zones de marée. Il y a des changements qui sont élastiques, c'est-à-dire qu'il y a le changement et puis ça revient. Il y a donc ces fameuses crises, et puis il y a des changements plastiques avec des conduites de changement qui vont ancrer le changement dans la durée. Voilà un petit peu un panorama de questions qu'on peut se poser. Et là, donc, je vais parler d'un cadre d'accompagnement en coaching dans le cas où le client va faire une demande. Il va faire une demande qu'on appelle une demande initiale implicite. Il a besoin de ceci ou de cela. Oui. L'entretien préalable va permettre d'expliciter la demande, de la mettre en mots et de passer du symptôme au problème. Mais ceci n'est pas facile, parce que des fois, il va falloir
plusieurs séances pour que le problème de fond ou les problèmes de fond soient identifiés. Alors, ensuite, donc, le coach sait qu'il y a quelque part des besoins profonds non perçus dès le départ. Mais on s'entend sur un accompagnement minimal en termes d'objectifs et avec une durée définie. En général, ça ne dépasse pas 20 heures. Voilà. Alors qu'en psychiatrie, ça peut aller sur des temps très très longs. Donc, un coaching, pour moi, j'en ai conduit entre 4 heures et 20 heures, 21 heures. Ah bon, ouais. Voilà, ça donne un certain poids. Et donc, le contrat, après cette première réunion préalable, donc définit un objectif qui n'est pas le final, parce que le besoin profond n'est pas perçu. Ça fait partie de l'inconnu du départ. Donc, le coaching peut être aussi recommandé ou demandé par un employeur. Donc, il y a le prescripteur, il y a le coach et il y a le client. Et on va avoir ses valeurs, ses intérêts et ses besoins, ceux du coach, ceux du prescripteur et ceux du client. Et on va traiter un problème professionnel. Mais il y a toujours la vie privée qui vient se coller à cela. Et on ne peut pas couper l'individu en deux. Donc, il y a des terrains, disons, un peu mixtes, dans lesquels le coach est amené, et le client aussi, à sortir un peu du cadre du contrat initial. Il faut que ça soit dans l'entente commune. Voilà, donc il faut bien préciser le domaine, la durée, l'objectif, et puis où on veut aller. Alors, on reviendra sur les mots de résilience, plasticité et élasticité. Alors, il y a une notion de confidentialité, évidemment. Et même quand on est dans l'aide de proches, etc., il faut toujours avoir ce souci de confidentialité. Alors là, ce processus, c'est le processus qui provient de la dynamique analytique. Donc, c'est une personne qui pratique ceci et qui a été mon propre superviseur et qui m'avait demandé de modéliser sa façon de faire. Moi, je ne suis pas de ce courant-là. Mais je pense que ça donne une façon de procéder. Donc, cette personne, elle travaille en fait, il y a l'entretien préalable, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Donc, au total, 7 étapes qui durent 3 heures. Et la première n'est pas rémunérée. Donc, elle travaille dans ça, c'est les flèches, origine, racine, situation actuelle, développement, projet objectif et vision du futur. C'est le schéma logique. Par contre, ces interventions se font d'abord le travail sur les origines, sur l'itinéraire, sur la situation actuelle. Et ensuite, elle fait travailler sur la vision du futur, ensuite sur les projets objectifs et ensuite sur la mise en œuvre. Oui. Mais en fait, après la fin du coaching, qui fait 21 heures, eh bien, la personne va retravailler tout ce chemin-là, mais dans l'ordre qui est dans le schéma, et pas suivant les chiffres. Donc, il y a une première approche qui est un peu à l'envers pour fixer une première vision, un premier objectif, et ensuite lancer le développement qui va lui-même générer des changements dans les objectifs et dans la vision. Alors, sur d'autres méthodes, on verra comment ça se passe. Pour moi, c'est un petit peu différent comme approche. Voilà, donc ça, c'est le cheminement de la dynamique analytique. Et donc, dans ce cadre de pensée, il y a le savoir qui est l'écorce un petit peu de la personne, le savoir-faire, les savoir-faire, le savoir-être et puis l'être. Si on y arrive. Voilà, mais le sujet, en fait, et c'est là où on a besoin de rentrer avec délicatesse dans ce qui est en question. Parce que ce n'est pas évident de rentrer dans un être.
Voilà, donc c'est toute la dynamique Il y a analytique. des gens qui sont très, très, très impénétrables. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai des gens rencontrés, je ne sais pas comment vous arrivez à pénétrer, mais c'est impénétrable. Voilà. Alors, il y en a qui sont ici, mais je le referai sur un autre schéma. Oui, on reviendra sur notre schéma après. Là, donc, je développe une technique qui n'est pas la mienne, hein. Et donc, au niveau donc, de la dynamique analytique, on distingue, euh, disons, trois grands. Il y a le vécu, nos Oui, représentations mentales du vécu, et puis tout ce qui se passe dans l'inconscient et dans le passé. Le vécu infantile, l'image de soi, le moi idéal, l'idéal de moi, les enjeux familiaux, le scénario familial ou parental, puis le contexte socioculturel, économique, politique, le scénario culturel. Et puis au niveau des représentations mentales, il va falloir, à partir des capacités, des aptitudes et des compétences, identifier les opportunités de l'environnement, comment avancer. Et dans le vécu, ben, il y a les intentions, la part du hasard qui va permettre de trouver un os à ronger, quoi. Et puis, la structure de l'environnement dans lequel on travaille, c'est essentiellement des relations là, dans le domaine professionnel. Donc, voilà un petit peu sur quoi s'appuie ce scénario que j'ai présenté en cette étape et un peu le vécu entre le vécu et l'inconscient et la représentation mentale qu'il faut faire évoluer. Voilà. ouais, Et c'est une approche. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des questions. oui. Mhm. Voilà. Alors sinon, j'ai donc une autre façon de cartographie de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a à faire attention sur différents champs. Ah, Pardon? Oui. oui, oui, mais je vois, discernement. Donc, en fait, on peut aller de l'apprentissage au développement à la résilience, à la résistance Ouais, et à la pathologie. Et dans différents champs. On peut être dans le don de soi, dans l'empathie, dans la fusion-confusion, dans la dépendance et dans une emprise subie. Ça, c'est un axe à questionner. La sérénité, l'estime de soi, l'amour de soi, le maniaque, l'hypochondriaque, le paranoïaque, le narcissique. Bon. eh oui. Mais qu'est-ce que c'est que narcissisme? C'est quelqu'un tout est concentré sur lui. Voilà, qui veut qu'on l'admire et qui se Oui. trouve toujours beau, quoi, qui ne se remet Ouais. pas en question et qui tout doit tourner autour de lui. Mm. Alors après, eh bien, on va dans le champ du charisme qui va aller jusqu'à l'influence, la manipulation Ouais. et puis la perversion. On peut aller de Ouais, l'implication. c'est très à la mode hein, maintenant, je trouve. Hein. De quoi? Pervers narcissique, manipulateur. Voilà. Donc il faut vérifier qu'on a toute cette carte et que tout Ouais. ne réduit pas à un narcissique ou un pervers narcissique. Bah oui, Parce que c'est une façon de coller une étiquette qui n'a plus de sens. absolument. Et Voilà. que c'est grave. Voilà. Et donc, il y a toute une échelle entre l'implication, la responsabilisation, la culpabilisation, l'anxiété, l'angoisse et la dépression, où là, il n'y a plus de tout d'action. Ouais. Et puis, entre le discernement et puis la déconnexion du réel, où finalement, les cartes mentales font qu'on est complètement déconnecté de ce qui se passe. Par exemple, aujourd'hui, la manipulation médiatique à travers le nombre de morts, tous Ah oui, oui, bah là, il faut savoir faire la part des choses. Hein. a généré sur beaucoup de personnes une peur dramatique Ah bah oui, et infondée. Donc, elle est déconnectée du réel. ouais, Voilà. Donc, ça, c'est une petite cartographie qui permet dans le coaching de savoir un peu où on met les pieds. ouais. Là, donc, voilà. Alors, ça, c'est moi qui représente un petit peu je dirais qu'à Le l'intérieur, volcan, le volcan. à l'intérieur de l'être, comme au cœur de la Terre, il y a du magma. C'est notre énergie vitale en pression, notre appétit de vie qui est là-dedans. Et il peut y avoir donc
d'abord des débordements, et là, on va parler de crise et de traversée de vallée du désespoir. Il peut y avoir donc autour de ce magma une enveloppe rigide, très rigide, qui est très fragile, parce qu'à partir du moment où on la crève, eh ben, ça fait sortir l'explosion. Ouais. La zone de plastique dans laquelle on peut faire des déformations et qui vont rester, s'inscrire dans le temps. Et puis, il y a la zone élastique où on peut rentrer et puis ressortir Ah, et après bah oui. changer. Donc, dans les entreprises, très souvent, on fait travailler ceux qui sont des fonctionnels dans ce genre de formation ou d'accompagnement, mais qui ne sont pas ceux qui devraient avoir cet accompagnement. C'est souvent les gens qui sont complètement saturés de travail, mais qui n'ont aucune disponibilité à se former, à être accompagnés, qui eux seront laissés seuls. Et ceux chez qui on intervient, eh bien, ils sont dans le domaine du confort. Et en fait, ils ne feront pas beaucoup d'efforts, ils ne vont pas bouger. Donc, ça marche mieux quand on accompagne un dirigeant ou un actif Ah, dans la. Voilà. ouais. Alors, toute la difficulté, c'est que l'on rencontre des fois des personnes qui, au lieu d'être élastiques autour d'eux, sont comme dans une cloche de verre, une carcasse de verre qui les protège de toute agression. Et Eh oui. c'est très, très difficile de les faire bouger parce que on n'a pas cet espace élastique et ensuite plastique. En fait, la zone rigide, elle est tout de suite présente. Alors, on va avoir, par exemple, ça c'est qui montre, dans une grande entreprise, le fait que souvent on travaille en élasticité. Le coach, lui, peut aller dans la zone plastique, mais a priori n'a pas le droit de toucher à la zone rigide parce que c'est plutôt la psychothérapie. Voilà. Ah oui. Ah oui, après le coach, c'est la psychothérapie en fait. Voilà, c'est quand on a besoin de plus de 20 heures d'accompagnement, c'est qu'il y a des problèmes lourds dessous. Ah bon? La Ouais. personne ne peut pas se mettre en route elle-même. Mhm. Il va falloir que le psychiatre fasse, le Ah, psychothérapeute, pardon. un Ouais. diagnostic que la personne n'est pas capable de faire. Mhm. Et dans des toutes petites structures, eh bien, des fois, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la rigidité et l'extérieur. Donc, c'est très, très délicat, des fois, d'œuvrer en accompagnement. Par exemple, j'ai été amené à accompagner une personne qui était en posture suicidaire. Eh bien, c'était extrêmement difficile et je n'ai fait que 2 heures. Ah bon? Je n'ai pas pu aller plus loin. Ah bon? Et chacun de mes mots était, disons, pouvait être très agressif. Donc, moi, j'ai mis 2 jours pour m'en remettre de cet accompagnement. Voilà. C'était un ancien collègue de travail et son boss m'avait dit il faut faire quelque chose. Et donc, je lui ai dit ben, je vais donner 2 heures. Voilà. Mais je n'ai pas pu aller plus loin. Après, il aurait fallu quelqu'un de beaucoup plus compétent Ouais. pour faire. Formé à la maladie, quoi. Voilà, exactement. Ah oui. Voilà, donc, il faut savoir jusqu'où ne pas aller. Alors, la vallée de désespoir, c'est bon, c'est une vallée classique. Hein, on est dans comment je dirais, dans une situation d'information qui n'est pas adéquate. Et d'un seul coup, on se trouve devant un mur, comme on s'est trouvé, par exemple, devant le mur du confinement obligatoire à mi-mars. Voilà. Et en général, il y a plusieurs étapes qui vont du déni, de la sidération, Ouais. la colère, puis la tristesse, le désespoir. Et après, on trouve un nouvel équilibre et on va remonter les marches. Et on va pouvoir vivre le confinement comme une expérience nouvelle qu'il faut profiter parce qu'on n'en aura pas 36 dans la vie. Voilà. Eh oui, savoir saisir les opportunités à temps. Voilà. Celles qui... Le Ben corps, oui. c'est celui qui va faire plonger la personne pour traverser cette La crise. vallée Mm. du poids sans Mm. le faire trop plonger parce qu'il peut décrocher, sans le Ah faire ouais.
peut plonger parce que du coup, il n'y a rien qui va couper. Et c'est l'espace qu'il y a entre l'élasticité et la couche de rigidité. La zone plastique, il faut arriver à l'identifier. Ouais. Dans un groupe, on peut avoir très bien, par exemple, un leader qui a franchi sa vallée du désespoir et qui, lui, est à ce moment-là, dans cette phase, et son équipe est en train de descendre quand lui est déjà en remontée. S'il veut communiquer correctement avec son équipe, il faut qu'il se replonge là où il était pour être synchrone avec la position. Au moment où les gens sont en colère, il n'est pas question de donner son optimisme. Bien sûr. Il Bien peut... sûr. Voilà. Avec la colère, on n'arrive à rien. Voilà. Donc, il faut se resynchroniser sur le mal-être de l'autre. Et en posture des dents, c'est très important de se synchroniser. Alors, ça, c'est une autre méthode que j'ai beaucoup utilisée qui détaille davantage la traversée du désespoir, la vallée. En fait, dans notre vie, nous avons des projets que nous avons identifiés, que nous lançons, que nous réalisons et qui s'arrêtent. J'ai le projet d'acheter une voiture, je l'achète, je roule avec, et puis un jour, elle ne marche plus, il faut que je la change. Et je vais changer avec une autre voiture. Voilà, et je recommence. J'ai un métier qui me plaît, mais l'employeur ne me plaît pas, il y a une rupture, un plan social. Je change. Je change, je fais autre chose. Voilà. Et puis, il peut y avoir des ruptures beaucoup plus importantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enchaînement. On a une période de deuil à traverser, donc celle que j'ai décrite, hein, le déni, Ouais. voilà, etc., dans laquelle il va y avoir une phase importante de maturation. Il faut que la personne reste dans le marais sans savoir où il va aller. Il peut se faire accompagner là, mais ce n'est pas le moment où on va créer un futur possible. Et il va y avoir une autre étape qui est le moment où la personne va être capable de rechercher une autre finalité. Ça va être un changement de deuxième ordre. C'est un changement qui va être beaucoup plus important dans sa vie. Par exemple, il pourrait passer, c'est un exemple, mais il peut passer d'une posture athée à une posture de croyant. Oui. Voilà. Oui. Et on peut dire que c'est un petit peu ce qui va se passer. Par exemple, quand une personne divorce, eh bien, et à un moment donné, ça peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, où elle reste dans l'incapacité à se donner un autre objectif de rencontre. Voilà. Et puis, quand cet objectif est trouvé, il va falloir inventer le futur, c'est-à-dire se trouver un nouveau plan de vie, une nouvelle raison d'être. Ça peut se passer, par exemple, quand on a été mis au chômage technique et que les que l'on a ne peuvent plus trouver acquéreur. Il va falloir changer, trouver une autre finalité, trouver un autre métier, faire des formations, etc. Donc, quand on est en accompagnement, le coach va essayer d'identifier où est le client. Est-ce qu'il est dans l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là c'est facile, 8, 9 ou 10. Et suivant, s'il est en 8, eh bien, il ne va pas pouvoir sauter tout de suite à 10. Il va falloir bien le faire travailler sur le 8, repasser sur le 5, le deuil, la rupture. Voilà. Et donc, pour les étapes 10, il va falloir. Hubson, c'est Roux de Hubson, c'est qui? Eh ben, c'est celui qui a créé ça. C'est un Canadien, je crois. Ah oui, un Canadien. Voilà. Et moi, donc, j'ai reçu 6 jours de formation sur cette méthode. Oui, oui. J'ai fait une année transactionnelle avant, et puis après. Et ça fonctionne relativement bien. Les gens sont. Ah ben, ça, c'est dans la tête. Hein. Les clients ne connaissent pas ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais c'est une trame. Voilà, c'est une grille d'écoute. Voilà. Et donc là, on a différentes façons de créer, enfin, de faire de la créativité. Oui.
c'est tout un escalier de créativité parce que j'ai travaillé beaucoup dans l'innovation. Donc, mais là, on ne va pas rentrer dedans. Il y a plusieurs Ouais. outils pour ça. Et j'en présenterai un qui est très important pour l'accompagnement. Donc, ça, c'est aussi une cartographie d'écoute où j'essaye de faire passer ce message qui n'est pas facile, hein, c'est qu'il faut avoir une représentation mentale équilibrée entre son histoire, sa vision du futur et la vision du présent. Et c'est loin d'être facile parce qu'il y a des gens qui sont tournés constamment sur leur passé. Et le passé, la situation du présent. Et il y a des personnes qui sont complètement tournées vers le futur et sont déracinées. Donc, pour pouvoir imaginer, il faut avoir un travail de mémoire à la fois du futur, du présent et du passé. Par exemple, pour le virus, là, en ce moment, on est déconfiné. Eh bien, il faut imaginer que le risque minimal de rencontrer quelqu'un se trouve aujourd'hui. Mais dans une semaine, il y aura plus de risques parce que chacun aura rencontré plus de personnes. Bien sûr, bah oui, évidemment. Donc, c'est pas, la notion de risque est très variable suivant les activités de chacun. Celui qui continue de faire du télétravail, ben, le risque ne bouge pas. Donc, est-ce qu'on doit se voir rapidement? Est-ce qu'on doit se voir plus tard? Ouais. C'est un pari. Et il faut à la fois faire la part de ce que nous avons passé. Le virus circule moins. On est dans des régions où il circule peu. La vie du présent, c'est est-ce que je suis obligé de prendre des risques ou pas? La vision du futur, est-ce que demain, ce que je n'aurais pas fait aujourd'hui, je pourrais le faire au moins de risque? Voilà. Voilà donc une illustration de cette carte pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Là, ce genre de questions avec un groupe d'amis, quand est-ce qu'on se rencontre? Eh bien, peut-être vite, ou peut-être, comme il y en a qui sont très âgés, qui ont passé les 80 ans, peut-être on va vivre ceci, c'est la vie du virus, mais peut-être jusqu'au vaccin, c'est-à-dire dans 6 mois, un an. On ne sait pas. Hein. Voilà, on ne sait pas du tout. Donc voilà un deuxième outil là, de cartographie. Bon, là, alors là, je ne vais pas détailler, c'est possible. On peut être coach de façon très, très différente. D'abord par les familles de méthodes, et puis par les affinités que l'on a dans sa propre pratique, dans sa propre posture. Voilà. Donc ça, c'est une synthèse qui concerne essentiellement le coaching en entreprise ou en organisation industrielle avec un développement de compétences génériques. Par exemple, dans les entreprises, j'ai été amené à suggérer de développer beaucoup la gestion du temps parce que c'était un problème majeur pour la plupart des gens. Les outils qu'il faut acquérir pour manager dans l'incertitude, et puis les outils de conduite du changement, certains que je suis en train d'évoquer là. Max, c'est maîtriser et accélérer et accompagner le changement, accélérer le changement dans les environnements complexes, incertains. Voilà. C'est exactement, par exemple, la situation du Premier ministre quand il a fait son discours à l'Assemblée jeudi dernier. Ce schéma ouvre la porte à d'autres développements. Ainsi s'achève la partie 1 de cette formation.